Et pour la dernière de ces formes de circulation du texte, dans cette première lecture brodélienne, c'est une forme qui est assez classique, il faut bien le dire, dans le monde des littéraires, entre guillemets, anciens, et qui est la continuation apocryphe de 1614, une seconde partie de Don Quichotte, mais qui ne doit rien à la plume de Cervantes, mais tout entier à la plume d'un personnage jamais identifié jusqu'à aujourd'hui, et qui porte sur la page de titre le nom de Avellaneda, et qui exploite les personnages ou les intrigues de Cervantes dans la première partie du Quichotte pour publier avant Cervantes, en 1614, une continuation. Et ici, on voit à la fois plusieurs éléments intéressants. Le premier, c'est que cette continuation d'un texte déjà là par un auteur qui n'était pas l'auteur premier est un trait tout à fait classique, et pratiquement tous les grands textes de la littérature du siècle d'or ont connu cette forme de continuation. Montemayor et la Diana, ou bien le Guzmán de Alfarache de Matteo Alemán. Donc, il n'y a rien là de particulier, ce qui nous renvoie à un thème important, qui est le thème selon lequel on ne peut pas parler même de plagiat, puisque le plagiat n'a pas de constitution ni intellectuelle ni juridique dans le monde de la première modernité. La seule parade que Cervantes peut avoir par rapport à l'exploitation de son invention par Avellaneda, c'est à la fois de la dénoncer dans la préface de la seconde partie de Don Quichotte, publiée l'année suivante, et c'est d'autre part d'intégrer, comme l'avait d'ailleurs fait Matteo Alemán pour son continuateur dans le Guzmán de Alfarache, c'est d'intégrer dans sa propre écriture tout un ensemble de railleries, de moqueries, de satires du livre publié une année auparavant comme étant la seconde partie de Don Quichotte. Mais on voit très bien qu'ici, il y a une différence entre cette sorte d'arme proprement liée à l'écriture et la fascination sans doute de la seconde partie de Don Quichotte, surtout à partir du chapitre 59, tient à ce que non seulement, comme je l'ai dit pour son commencement, les personnages de la seconde partie sont des lecteurs ou des commentateurs de la première partie, mais aussi parce que, à partir du chapitre 59, sous de multiples modalités, qui sont toujours des modalités satiriques et ironiques, le livre d'Avellaneda devient un protagoniste du livre de Cervantes. Donc un élément ici intéressant, me semble-t-il, par cela, et d'autre part, c'est le fait qu'on peut dire que Don Quichotte circule aussi, non seulement dans l'Espagne, mais au-delà de l'Espagne, à travers cette continuation apocryphe de Avellaneda, jamais identifiée comme telle. Alors ça, c'était pour cette partie assez classique, mais qui, je crois, peut être fait pour chaque œuvre qui a eu un impact, une projection forte dans son temps et au-delà de son temps, c'est-à-dire de reconstituer les différents éléments d'une géographie de la circulation, sans oublier qu'on ne peut pas s'attacher seulement à des circulations d'objets, c'est-à-dire d'exemplaires d'éditions imprimées, soit dans la langue originale, soit en traduction, mais qu'à partir, sans doute, du Quichotte, il faut penser à une circulation qui fait sortir les personnages des livres, et au XVIIIe siècle, non seulement pour Don Quichotte lui-même, mais pour, par exemple, les romans anglais de Richardson, on aurait cette même projection en dehors du texte de personnages qui apparaissent sous la forme par exemple, de tableaux, ou sous la forme d'adaptations théâtrales, ou sous la forme d'une présence dans des objets de consommation courante. Donc, c'est là une approche importante, et en même temps, penser aussi au fait que les continuations des œuvres, dans un certain sens, appartiennent à ces œuvres elles-mêmes, même si elles ont un autre auteur que l'auteur premier. Le deuxième trait brodélien, ou d'une lecture brodélienne de Cervantes, peut être lié aux espaces eux-mêmes, c'est-à-dire aux espaces qui sont ceux
de la fiction et du coup aux mobilités à l'intérieur de ces espaces. Et le plus fascinant, évidemment, dans le cas non seulement de l'œuvre de Cervantes dans son entier, c'est cette sorte d'ouverture des espaces. On pourrait dire que Don Quichotte se situe dans un espace extrêmement restreint, c'est-à-dire l'espace fermé du Campo de Montiel, de la Sierra Morena, le cœur de la Castille, de l'Espagne et de la Manche. Donc on a un espace tout à fait limité, un horizon limité, ce qui serait quasiment une sorte d'inversion de ce qu'a été les espaces, de ce qu'ont été les espaces de la vie de Cervantes, à la fois comme soldat, y compris jusqu'à la bataille de Lépante, les campagnes en Italie, et aussi même là, son retour racheté par les captifs dans les emplois qui lui ont valu beaucoup d'ennuis, c'était même la prison, plus celle d'Alger, mais d'Espagne, de collecteurs de taxes et d'impôts, et qui l'ont fait circuler dans l'Espagne. Le Quichotte, lui, est une sorte de micro-géographie dans un espace extrêmement restreint. Et comme s'il y avait une manière de renouer avec les espaces de l'existence par les espaces de la fiction, on voit une première amplification de l'espace dans la deuxième partie de Don Quichotte, d'ailleurs directement liée avec un des traits que l'on rencontrait dans la continuation apocryphe d'Avellaneda, parce que celui-ci avait non seulement capturé les personnages, Don Quichotte, Sancho, mais il avait aussi capturé ce qui était annoncé à la fin de la première partie ou du livre de 1605, c'est-à-dire que Don Quichotte était allé pour des exploits ridicules dans les joutes, le tournoi de Saragosse. Et dans une invention géniale dont Cervantes, lorsque le Don Quichotte de la seconde partie apprend par une lecture ou ceux qui ont lu la deuxième partie, c'est-à-dire celle d'Avellaneda, qu'il serait allé à Saragosse, il décide de ne pas y aller. Et donc, du coup, dans un certain sens, de falsifier, comme si la partie d'Avellaneda racontait au passé quelque chose qui n'a pas été et qui ne sera jamais. Donc, dans tout le jeu sur le thème de la vérité de l'histoire, dans le Don Quichotte, il y a là un élément tout à fait frappant. Don Quichotte décide de ne pas aller à Saragosse, alors même que ses exploits ridicules de Saragosse étaient comptés dans la seconde partie d'Avellaneda, exploitant ce qu'avait écrit Cervantes à la fin du livre de 1605, et il décide de se dérouter et de partir pour l'Aragon, puis traversant l'Aragon, d'arriver à Barcelone. Et c'est sur ce chemin-là qu'il est fait prisonnier par la bande de Roque Guinard. Et celui-ci, pour amuser ses amis de Barcelone, après avoir capturé Don Quichotte, le mène à Barcelone, où il va à la fois visiter une imprimerie et les galères. Et on a une ouverture de cet espace du Quichotte dans la deuxième partie, puisqu'on sort de la Castille, on sort de la Manche pour aller vers ces horizons et pour en particulier créer une rencontre, on va dire, brodélienne. C'est la première fois que Don Quichotte voit la mer. Et à l'arrivée sur la plage de Barcelone, il y a cette phrase qui est à la fois poétique et comique. Don Quichotte et Sancho étendirent leurs regards de tous côtés. Ils virent la mer qu'ils n'avaient jamais contemplée jusqu'alors. Elle leur parut très vaste et immense, bien plus que les lacunes de Ruidera qu'ils avaient vues dans la Mancha. Et donc ce moment de découverte de la mer par l'écuyer et son maître, et en même temps qui est dans cette écriture poétique ramené à la dimension du Quichotte par la comparaison entre la Méditerranée et les lagunes de Ruidera. Cette ouverture de l'espace a d'ailleurs des traductions éditoriales, puisqu'à la fin du XVIIIe siècle, les éditions en Espagne de Don Quichotte, ou moins certaines d'entre elles, les plus majestueuses, vont comporter à la fois
des cartes, qui sont les cartes d'itinérance de Don Quichotte, et des descriptions géographico-historiques des routes et des durées. Il y a une édition en 1780, qui est l'édition de l'Académie royale, par le libraire éditeur Vicente de los Ríos, et puis ensuite en 1789, pour le grand libraire éditeur Sancha, l'édition de Juan Antonio Pellicer, qui ont dans leur fin des cartes qui peuvent renforcer l'effet de réel, évidemment, de la fiction, puisqu'on y suit le voyage de Don Quichotte hors de la Mancha pour arriver jusqu'à la mer de Catalogne, et que les commentaires renforcent cette idée de véracité historique en commentant par exemple que la durée donnée par Cervantes pour tel déplacement paraît difficile par rapport à l'état même de la distance ou des routes. Et donc un poids de réel est renforcé par cette sorte de territorialisation rendue visible sur la carte de l'ouverture de l'espace du Quichotte. Et cette ouverture qui est un premier pas va être suivie dans le grand livre de Cervantes, comme disait Braudel, c'est-à-dire les travaux de Persíles et Sigismunda, publiés en 1617, une année après la mort de Cervantes, va être transformé en une géographie entière de l'Europe, puisque ce livre, dans lequel Cervantes voulait rivaliser avec Héliodore, avec les Éthiopiques, avec l'histoire de Théogène et Chariclée, a une double géographie. Les deux premières parties se situent dans une Europe du Nord, qui est une Europe d'océans déchaînés, de mers glacées, d'îles barbares, et où donc Cervantes imagine cet espace du nord, voire de l'extrême nord, à partir de ce qu'il a pu lire dans des ouvrages d'historiens ou dans des récits de voyage. Il y a donc là une géographie des itinérances de tous ces personnages qui vont de naufrage en naufrage, d'île en île, et qui est une géographie d'itinérance et de reconnaissance. Et puis, cette géographie mythique, inconnue de Cervantes dans sa réalité, est reconstruite avec ses figures empruntées à une littérature, bascule à partir de la troisième partie du Persíles dans une histoire qui devient méridionale, c'est-à-dire que les héros qui ont survécu à ces aventures extraordinaires dans cette Europe maritime et insulaire du Nord vont arriver à Lisbonne et là vont suivre un itinéraire qui doit les mener jusqu'à la capitale de la chrétienté, c'est-à-dire jusqu'à Rome. Et l'itinéraire des pèlerins et pèlerines du Persíles est une traversée de la péninsule marquée par des haltes religieuses. Par rapport, presque immédiatement après leur arrivée, ils vont se rendre au monastère de Guadalupe, ils vont traverser les villes de Castille, mais éviter Tolède et Madrid, et ils vont entrer à Barcelone, comme Don Quichotte. Mais ils ne vont pas visiter d'imprimerie, ils vont simplement visiter les galères. Et ils poursuivent leur route par le Languedoc, par la Provence, par les villes italiennes pour arriver jusqu'à Rome, après deux haltes, une à Milan et l'autre à Lucques, où, disent-ils, mieux que nulle part ailleurs, sont bien vus et bien accueillis les Espagnols. Et donc on a un livre fascinant, puisqu'écrit donc quasi achevé au seuil de la mort, et d'ailleurs les préliminaires de ce livre, les textes écrits par Cervantes comme un avis au lecteur ou la dédicace à son protecteur, le duc de Lemos, le comte de Lemos, sont des textes extrêmement émouvants. Mais on voit que dans ce microcosme textuel du Persíles, Cervantes a inscrit de multiples espaces. Il a inscrit d'abord cet espace de la rêverie, du mythe,
des aventures extraordinaires, et qui est celui donc du Septentrion, celui de ces îles et mers du Nord. Il y a inscrit l'espace des terres qui sont soumises au souverain espagnol, Portugal, Castille, Aragon, certaines parties de l'Italie, ou aussi les terres, les territoires qui sont ceux d'une Europe espagnole, puisque alors même qu'elles n'appartiennent pas à la souveraineté du roi de Castille, Aragon et Portugal, ces terres sont des terres où l'espagnol est présent, aussi bien dans les villes italiennes. Et il y a cette remarque qu'à un moment donné, les pèlerins et les pèlerines du Persiles en Provence rencontrent des dames françaises, et celle-ci s'adresse à elles en espagnol, de là cette phrase qui est devenue presque proverbiale: il y a en France ni homme ni femme qui laisse d'apprendre la langue castillane. Donc une exagération, mais qui renvoyait à cette perception d'une présence de la langue et donc du coup des textes écrits dans cette langue. Et finalement, il y a, et en accord avec Cervantes au dernier moment de son existence, c'est-à-dire très impliqué dans des confréries de la réforme catholique, cette géographie du Persiles s'achève avec la capitale de la chrétienté, le lieu le plus sacré de la chrétienté, c'est-à-dire par la Terre Sainte, Rome. On a une ouverture de la géographie, et qui d'ailleurs donc a à la fois ces géographies emboîtées, mythiques, castillanes ou impériales, et catholiques et romaines, et on a aussi cette compétition que Cervantes veut faire avec les modes propres du roman hellénistique, qui sont des modes d'histoire dans des histoires, de récits dans des récits, et d'aventures étranges, comme disait la traduction des nouvelles exemplaires. Et ce rapport a été perçu puisque dans un très beau travail sur une des premières séries d'œuvres peintes vouées à Don Quichotte, dans le cas français, mais pour ailleurs, je ne sais pas, mais dans le cas français, le premier programme peint qui va utiliser Don Quichotte est celui du château de Cheverny. Et Gabriele Quaranta, qui a étudié très minutieusement ce qui reste de ce programme, puisque beaucoup de tableaux ont disparu, mais il en reste 13 qui peuvent être datés du commencement de ce cycle dans les années 1625, autour de 1625-1630. Pour ces 13-là, d'autres ont été peints beaucoup plus tardivement. Et si vous visitez Cheverny et que vous voyez tous les Don Quichotte, certains des tableaux ne datent que du XIXe siècle. Mais il y en a 13 qui sont du début du XVIIe siècle, peints par Jean Monnier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cycle de Don Quichotte est inséré dans d'autres programmes qui sont aussi dans le château de Cheverny, et qui sont des grands cycles peints liés à un certain nombre de textes fondamentaux, par exemple Vénus et Adonis, ou bien l'Astrée. Et un des programmes qui est en pendant avec le Don Quichotte, c'est celui qui donne une forme picturale aux Éthiopiques d'Héliodore, c'est-à-dire ici la perception par le peintre ou le commanditaire que ce que Don Quichotte, enfin Cervantes disait dans sa volonté d'être à la hauteur de Héliodore, trouvait une traduction dans les programmes décoratifs qui ornaient le château de Cheverny au XVIIe siècle. Voilà la deuxième forme, je crois, de mobilité, de lecture brodélienne du texte de Cervantes, c'est-à-dire cette attention portée aux espaces. Et comme on le voit, ce n'est qu'une esquisse, parce que l'on pourrait développer dans le sens de multiples sens, et en particulier dans les formes qui sont celles liées à une réalité cartographique donnée à ces mobilités de la fiction.
Pour conclure, la troisième forme, peut-être plus à distance de Braudel, mais qui garde néanmoins cette idée clé d'une mobilité, non pas une mobilité des livres, non pas une mobilité des personnages de fiction dans les livres, mais la mobilité du texte lui-même. C'est-à-dire ici, dans le Quichotte, cette obsession pour l'effacement, cette obsession pour le fait qu'aucune forme de l'écrit ne résiste à la disparition. On peut le voir de multiples manières et à cause des multiples supports sur lesquels Don Quichotte écrit. Un de ces supports est lorsque, dans la Sierra Morena, il décide de dire son amour en poème pour Dulcinée et d'écrire sur l'écorce des arbres ou sur le sable. Et ces deux écritures sont évidemment éphémères, ce qui permet à Cervantes un jeu sur l'idée que quelques érudits ont pu retrouver quelques-uns des strophes écrites par Don Quichotte sur l'écorce de certains arbres. Et donc un renforcement de cette idée que ce qui est écrit là par Sidi Hamete Ben Encheli est fondé sur des documents authentiques, par exemple ces poèmes sauvés de Don Quichotte. Mais il y a évidemment là un effacement pour ces deux supports, l'écriture sur le sable, l'écriture sur l'arbre. On pourrait multiplier des références à ces deux formes d'écriture au cours des XVIe et XVIIe siècles. La deuxième forme d'effacement, c'est y compris celle qui peut concerner le manuscrit. Toute l'intrigue de la première partie du Quichotte est fondée sur l'idée, enfin toute l'intrigue dans le rapport à qui en est l'auteur, est fondée sur l'idée que le manuscrit que lit le premier lecteur et que nous lisons comme lecteurs jusqu'à chapitre 8, à un moment donné, est interrompu. La suite en a été perdue. Et c'est au chapitre 9, pour une intrigue de recherche de manuscrits, d'un manuscrit perdu, que l'histoire va pouvoir recommencer, se renouer, puisque à ce manuscrit perdu peut être substitué celui qui est le même ou un autre que rencontre le premier lecteur frustré dans sa lecture dans l'Alcana de Tolède, et donc ce manuscrit en langue arabe est traduit en castillan par un morisque. Il y a là une deuxième vulnérabilité, pas celle des supports les plus vulnérables, les arbres, les écorces ou le sable, mais même celle du texte écrit à l'encre sur le papier. Et une troisième de ces vulnérabilités qui est présente dans le Quichotte, donc je reparlerai la prochaine fois, donc dans 15 jours, mais je voudrais quand même la mentionner aujourd'hui parce que ça permet de faire retour sur la lecture braudelienne des novelas ejemplares. C'est ce thème que l'on a pu faire entrer dans l'histoire de la culture écrite, c'est-à-dire le thème de ces écritures éphémères rendues possibles par la présence dans toute l'Europe d'objets que l'on appelle en anglais writing tables, que l'on peut appeler en français tablettes, et que l'on appelle en espagnol, enfin qu'on appelait, c'est des mots du temps, librillos de memoria, c'est-à-dire des carnets ou des petits livrets qui sont faits de feuillets de papier, mais avec une particularité, c'est-à-dire que sur ces feuillets de papier sont enduits une couche mince, une pellicule, qui est une pellicule faite de vernis sur sa forme la plus extérieure, mais qui est avec du plâtre, une petite mince couche de plâtre, mais très très mince, et qui donc permet à la fois d'écrire sans plume ni encre, d'écrire avec un stylet, et d'autre part qui permet d'effacer ce qui a été écrit très aisément, puisque avec la salive ou avec un chiffon mouillé, vous pouvez effacer ce que vous avez écrit et donc réécrire à nouveau. Et dans le cas de la Castille, de l'Espagne plus généralement, la désignation de ces carnets qui avaient cette particularité
est celle de Librillo de Memoria, c'est-à-dire à la fois le fait qu'on a une aide à la mémoire, puisqu'on peut écrire immédiatement ce qui vient à l'esprit, ou un ordre qui vous a été donné, ou une parole que vous avez entendue. Donc, une prothèse de la mémoire, qui est ce Librillo de Memoria, et en même temps, c'est une possibilité d'effacement, de réemploi de la même surface si vous effacez ce qui est devenu inutile, soit parce que vous l'avez copié ailleurs, soit parce qu'il n'y a pas de pertinence à le conserver. Donc, c'est un objet très intéressant, quasiment disparu, à part le cas anglais où, à la fin du XVIe siècle, des relieurs avaient eu l'idée d'enchasser ces pages des writing tables à l'intérieur d'un calendrier et d'un almanach, lui, imprimé, donc qui a fait survivre cet objet comme un objet imprimé, mais avec en son intérieur des pages de cette nature qui permettait d'écrire, d'effacer et de réécrire, et en particulier qui permettait d'écrire en dehors de l'endroit où vous disposiez d'un encrier, d'une plume ou de plusieurs plumes, d'un couteau pour tailler la plume, de sable pour sécher l'écriture. Écrire au XVIIe siècle n'est pas si aisé. C'est-à-dire, en particulier, si vous êtes dans une situation qui n'est pas celle d'un bureau, d'un office, d'un intérieur, l'écriture est complexe. Il faut être équipé de tous ces éléments qui appartiennent à la technologie de l'écriture à la plume et à l'encre. Et donc toute écriture de l'espace public, toute écriture du dehors pouvait trouver dans les Librillo de Memoria ou les writing tables un support qui permettait d'écrire sans toute cette attirail, puisque vous pouviez souvent d'ailleurs, dans le cas de ces writing tables anglais, il y a un stylet qui, comme dans nos agendas, sert pour fermer le petit carnet. Donc vous pouvez écrire spontanément, immédiatement, dans l'espace ouvert. Donc c'est un objet qui a été extrêmement répandu et qui a pratiquement totalement disparu. J'évoquais ces trentaines d'exemplaires de writing table, mais sauvegardés parce qu'elles avaient une partie imprimée. Pour le cas du monde espagnol, je n'en ai vu qu'un seul, une fois, à l'université de Princeton, dans la bibliothèque, il y a un Librillo de Memoria qui a cette caractéristique de ces feuillets recouverts de cette mince pellicule. En espagnol du temps, on disait barnizado, donc avec du vernis dessus, ou bien embetunado. Le béton n'étant pas du béton, mais étant cette mince, pouvant être d'ailleurs quelque chose qu'on mettait sur des protections, par exemple sur des bateaux, mais là, une très mince pellicule. Alors, dans l'œuvre de Cervantes, comme dans celle de tous les écrivains du siècle d'or, ces Librillos de Memoria sont extrêmement présents. Je les retrouverai peut-être dans 15 jours dans le cas du Quichotte, mais puisqu'on a commencé avec les nouvelles exemplaires, je voudrais signaler 2 cas de présence de Librillos de Memoria dans les nouveaux exemplaires et signaler aussi que, ce savoir de type plus proprement historique ou archéologique ou matériel pourrait parfois aider à la traduction des textes, parce que vous allez entendre, même parmi les plus grands traducteurs, comme ceux, par exemple, de la Pléiade, si on ne connaît pas préalablement l'existence de ce que sont les Librillo de Memoria, la traduction n'est pas tout à fait celle qu'elle devrait être. Alors, ces Librillo de Memoria, ils apparaissent 2 fois dans Rinconete et Cortadillo, la nouvelle exemplaire. La première fois, c'est lorsque Rincon y Cortado entrent à Séville. L'un est le fils d'un vendeur de bulles pour la croisade, c'est-à-dire normalement des formes qui devraient apporter des indulgences pour les peines purgatoires, mais qui sont une duperie pour ou non, qui était son père, et le deuxième était le fils d'un tailleur. Ils ont choisi une vie errante, une vie itinérante, et ils ont choisi donc d'aller à Séville pour... Là, ils vont y rencontrer la confrérie de Monipodio. Et à l'entrée de Séville,
voilà la scène où nos deux jeunes gens, je crois qu'ils ont 16 ou 17 ans, vont être dans leur activité de larrons et voleurs. Au moment d'entrer dans la ville, à l'heure de l'Angélus et par la porte de la douane, à cause de la visite et du droit qu'on y paie, Cortado ne put se retenir d'entailler la valise ou porte-manteau qu'un Français de la compagnie portait en croupe. Ils avaient rencontré un groupe de Français qui, eux aussi, allaient à Séville. Et avec son chourin, son couteau, il lui fit une si longue et si profonde blessure que la voilà, les entrailles béantes, c'est-à-dire la valise, et habilement, il en tira 2 bonnes chemises, un cadran solaire et, dit la traduction, un carnet de notes. La vue de pareils objets leur causa peu de joie, et ils se dirent que, puisque ce Français portait ce bagage en croupe, il ne devait pas l'avoir seulement chargé du peu de poids dont pesaient ses prises, en sorte qu'il aurait voulu le tâter à nouveau, mais ils ne le firent point, pensant qu'on avait pu remarquer cette perte et mettre le reste en sûreté. Donc à l'entrée de Séville, il ouvre avec un couteau, une valise, une valise, un porte-manteau, une mallette, et ils y trouvent des chemises, un cadran solaire et un carnet de notes, un librillo de memoria. Alors effectivement, c'est un carnet de notes, mais peut-être que la notion pourrait être rendue autrement dans la mesure où c'est exactement une scène parallèle à celle qui existe dans le Don Quichotte lorsque Don Quichotte et Sancho découvrent dans la Sierra Morena une valise ou porte-manteau abandonnée par un jeune noble andalou, il s'appelle Cardenio, et dedans rencontre une somme d'argent, rencontre des mouchoirs brodés et un librillo de memoria. Et dans ce cas-là, on le sait, ce librillo de memoria correspond strictement à la définition que j'ai donnée, et toutes les références ou tous les usages qui vont être faits du librillo de memoria de Cardenio dans le Quichotte renvoient à cette idée d'écrire, d'effacer et d'écrire à nouveau. Donc on a une première mention en passant, mais qui est l'idée de la fréquence, de la présence, puisque aussi bien le jeune andalou que notre français ont dans leur valise ou dans leur porte-manteau des choses différentes, mais une chose commune, qui est le librillo de memoria. Le second librillo de memoria dans le Rinconete y Cortadillo est plus intéressant, parce qu'il est là celui de Monipodio. Donc la confrérie des gueux, Rincon et Cortado sont entrés dans ce monde de voleurs, de mendiants, de pipeurs, c'est-à-dire de joueurs d'équilles triches, d'hommes de main qui vont exécuter de basse besogne si la confrérie a été payée pour la vengeance par rapport à un voisin, un ennemi, etc. Et voilà. Et la scène est la suivante. Monipodio a réuni tous ces hommes et toutes ces femmes. Monipodio appela tous ceux qui s'étaient absentés ou qui avaient pris peur. Puis il y a eu une scène précédente où un gentilhomme mécontent était venu et avait menacé tout le monde. Tous descendirent et Monipodio, se plaçant au milieu d'eux, tira un livre de raison. Vous voyez bien la difficulté de traduire librillo de memoria. Le même mot était un carnet de notes dans la valise du français et devient là un livre de raison qu'il portait dans le capuchon de sa cape et le donna à lire à Rinconete parce que lui ne savait pas lire. Rinconete l'ouvrit et vit que sur la première page il était dit ceci: mémoire des estafilades faites cette semaine. La première, aux marchands du carrefour, valeur 50 écus. 30 ont été reçus en acompte. Exécuteur, Chiquisnaque. Donc, vous voyez, là, c'est le registre où, contre de l'argent, la compagnie s'engage à exercer une violence contre quelqu'un. Ici, il s'agissait de faire des estafilades sur la face du marchand du carrefour. Et Monipodio dit « Je ne crois pas, fils, qu'il y en ait d'autres. » Passe plus loin et regarde là où il est dit « mémoire des coups de bâton ». Donc ils avaient plusieurs spécialités. Vous pouviez commander une estafilade au couteau, mais aussi des coups de bâton. Au tavernier de la Luzerne, 12 coups de bâton de bonne taille, à 1 écu chacun. 8 ont été donnés en acompte, délai 6 jours. Exécuteur, Maniferro. Et voilà le moment intéressant pour ce que je dis sur cette mobilité des textes par leur éphémère sur leur surface. On pourrait bien effacer cet article, dit Maniferro, parce que ce soir, j'en apporterai la quittance.
Donc, celui qui va exécuter, bon, va le faire, donc on pourrait effacer. Borrar. Et donc, borrar n'est pas effacer quelque chose qui est écrit à l'encre. Borrar, dans ce cas-là, est effacer sur le Librio de Memoria cette ligne qui avait été écrite et que l'on va pouvoir supprimer maintenant en réutilisant, si besoin est, la même surface d'écriture. Donc, le lien entre Librio de Memoria et borrar renvoie directement à la matérialité que j'évoquais. Et à la fin de cette scène, on trouve renforcée cette hypothèse, puisque une fois tout ce livre passé en revue de ce qui avait été exécuté ou non, Rinconete et Cortadillo sont admis dans la confrérie. Là-dessus, Monipodio tira de son capuchon un papier plié où était la liste des confrères, et il dit à Rinconete d'y mettre son nom avec celui de Cortadillo. Mais comme il n'y avait pas d'encrier, Tintero, il lui remit le papier pour qu'il l'emporte et le remplisse chez le premier apothicaire venu en mettant Rinconete et Cortadillo, confrères, pas de noviciat. Rinconete pipri, c'est-à-dire il jouait avec les dés ou avec les cartes. Cortadillo vola la tire avec le jour, le nom et l'année, et sans préciser par an ni pays. Et donc on voit très bien que dans le lieu de la monarchie de Monipodio, il n'y a pas d'encrier. Donc l'écriture du Librio de Memoria ne peut pas être cette écriture à l'encre et à la plume, et de là le sens que prend le mot borrar dans cet contexte, c'est-à-dire celui de renvoyer à une écriture effaçable. Et pour une écriture qui doit être permanente, un peu avec cet autre élément d'une monarchie à l'envers, les confrères qui sont admis comme les compagnons qui deviennent maîtres, sont enregistrés, mais ce registre, il ne peut être fait que de listes qui sont elles-mêmes, ne peuvent être écrites à l'encre que si on sort de la maison de Monipodio pour aller, dit-il ici, chez l'apothicaire pour écrire à l'encre ce qui est maintenant la présence de Rincon et Cortado dans cette confrérie. Donc, on voit très bien qu'il y a là une logique qui est liée à cela, et j'essaierai de le montrer la prochaine fois. C'est sans doute un élément qui montre comment un intérêt pour des pratiques ou des objets, même les plus humbles, et dans ce cas-là, même les plus disparus de la culture écrite, est non seulement une curiosité historique ou d'antiquaire, mais peut prendre une importance dans le commentaire même du texte, dans sa dimension de la fiction. Et dans les Librio de Memoria multiples, dans la littérature du siècle d'or, ces deux-là, du Rinconete et Cortadillo, ont peut-être été oubliés. Alors le thème, évidemment, derrière cette mobilité qui est, dans ce cas-là, vulnérabilité des textes, est un autre élément qui apparaît dans le Don Quichotte, puisqu'il est perçu, cette fragilité du texte, d'entrée de par Don Quichotte. Lorsqu'il commence sa première sortie, le début de ses exploits, il évoque comment vont être archivés pour la mémoire ces hauts faits. C'est d'ailleurs un moment où il imagine dans quel style ces exploits devraient être écrits, et il y a là une parodie par Don Quichotte lui-même, qui devient en quelque sorte l'auteur de Don Quichotte, de l'écriture qui devrait être celle qui rendrait compte de ces hauts exploits, et qui serait celle d'un mage qui, comme dans les romans de chevalerie, narrait
les aventures des chevaliers. Donc il y a là un jeu d'ironie, de satire du genre, pas seulement au long du Quichotte, mais même là dans la reprise parodique des formules chères à l'écriture des romans de chevalerie. Mais il imagine aussi que cette écriture est menacée, est vulnérable. Et il déclare à lui-même « Heureux règne et siècle heureux que celui où seront publiés mes fameux exploits, dignes d'être gravés dans le bronze, sculptés dans le marbre et peints sur le bois, pour que la mémoire en soit conservée à l'avenir. » Donc rien n'assure que, hors du marbre, du bronze ou du bois, ces exploits pourront survivre au temps. Et on voit aussi ici une ouverture vers quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire nos manières de comprendre la culture écrite, fondamentalement autour du manuscrit et de l'imprimé, et en mettant peut-être, en oubliant, malgré les travaux de Armando Petrucci, d'autres formes de l'écriture qui était tout à fait fondamentale dans l'Europe de la première modernité, que l'écriture sur le marbre, c'est-à-dire l'écriture monumentale, l'écriture exposée sur les édifices publics, sur les arcs de triomphe, dans les églises, ou bien l'écriture sur le bronze de certaines inscriptions officielles, ou encore l'écriture peinte sur les surfaces de bois. Il y a là sans doute dans un registre moins monumental et moins politique et plus domestique. On a donc là un premier élément dans cette remarque de Don Quichotte sur la vulnérabilité des supports, à l'exception de ces supports majestueux, monumentaux, des écritures publiques, des écritures exposées. Là, deuxième élément qui se rencontre par rapport à cette vulnérabilité, soit de l'écorce, soit du bois, du sable, soit du librio de memoria, soit du papier ou du parchemin, c'est évidemment le rapport de Don Quichotte avec une forme qui paraît pouvoir protéger de cet oubli, et lorsque l'on est démuni d'une écriture comme celle sur le bronze ou sur le marbre, et qui est l'écriture imprimée. Là, le rapport, c'est un thème entier de conférence, ce rapport dans le Don Quichotte de l'écriture à l'imprimé, considéré comme le mode d'inscription du texte qui a assuré cette présence dans les mémoires, dans les imaginaires de Don Quichotte. Et à plusieurs moments, lorsque Don Quichotte rencontre des personnages du roman dans les rues de Barcelone, par exemple, ou bien que le duc et la duchesse qui vont jouer de bien mauvais tours à Sancho, toujours, ils savent déjà qui il est. Et pourquoi ? Parce que, à plusieurs reprises, la mention en est explicite, c'est la circulation du livre imprimé qui a assuré cette présence avant la présence. Par exemple, dans le chapitre 33 de la seconde partie, la duchesse s'adresse à Sancho. Maintenant que nous sommes seuls et que nul ici ne nous entend, j'aimerais que monsieur le gouverneur, donc c'est le moment où Sancho a été nommé gouverneur de cette île fantôme de Barataria, pour se moquer de lui, c'est un tour monté par le duc et la duchesse. J'aimerais que monsieur le gouverneur m'ôte certains doutes qu'a fait naître en moi l'histoire que l'on a maintenant imprimée du grand Don Quichotte. Donc cette forme-là d'une certaine confiance dans l'imprimé par rapport à la vulnérabilité redoutée des supports de l'écriture autres, sauf les plus monumentaux, est une réalité
qui fait évidemment du Don Quichotte un livre de son temps, ce qui explique aussi sans doute pourquoi, au chapitre 62 de la deuxième partie, Cervantes, le premier aussi, a fait de la visite à une imprimerie un thème, un motif important de la fiction, une imprimerie dans laquelle, vous vous en souvenez sans doute, 2 livres sont en train d'être imprimés, et l'un de ces 2 livres est l'histoire de Don Quichotte de la Manche, c'est-à-dire la continuation apocryphe de Avellaneda, dans une sorte de vertigineuse mise en abîme de la continuation dans le livre, mais ici dans l'atelier où il est imprimé. Alors, un dernier mot pour conclure. Je crois que armé de cette lecture brodelienne des textes de Cervantes, on pourrait l'appliquer à Braudel lui-même, dans la mesure où un des traits les plus caractéristiques de la production historiographique de Braudel a été cette ouverture et réécriture des textes. Comme je le disais, la Méditerranée, il y a un manuscrit, enfin, une dactylographie de soutenance en 1947, le livre est publié en 1949, il est republié dans une forme complètement transformée en 1966. Si on pense au deuxième grand livre de Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, il y a un premier état du premier tome en 1900, enfin, ce premier volume a été publié au début des années 70, et la trilogie qui forme ce livre-là aujourd'hui est de 1979. Et enfin, le volume L'identité de la France, 3 volumes publiés 1 an après la mort de Braudel, en 1986, et qui constituent 2 des 4 parties que l'ouvrage aurait dû avoir. On est devant une situation d'une œuvre d'un historien qui n'est pas sans trait homologue avec l'œuvre de Cervantes. D'une part, pour l'inachèvement. On sait que Cervantes a toujours promis la deuxième partie de qui avait été son premier livre, La Galatea, publié en 1585, et il ne l'a jamais achevé. On est d'autre part devant ce processus d'une réécriture, transformation, métamorphose du même livre, soit dans le cas de Civilisation matérielle, économie et capitalisme, parce qu'un premier volume devient réécrit un élément d'une trilogie, soit parce que la Méditerranée et le monde méditerranéen accompagnent Braudel, comme Don Quichotte accompagna Cervantes sur plus de 20 ans ou 25 ans. Le deuxième élément qui pourrait rapprocher, me semble-t-il, Braudel de Cervantes, et finalement la lecture braudelienne de Cervantes donnant une lecture braudelienne de Braudel, c'est cette obsession, cette présence de l'espace, non seulement les espaces qui sont ceux de la circulation du livre, et on pourrait faire la même démarche sur les traductions des livres de Braudel que j'ai esquissés pour Cervantes, mais aussi les espaces qui sont ceux des livres eux-mêmes. Et là, on n'aurait pas ce processus d'ouverture et amplification qui mène de Campo de Montiel, de la Sierra Morena à l'Espagne, plus de la Catalogne, de l'Aragon et de la Catalogne, et pas seulement de la Castille et de la Manche, et puis ensuite à cette Europe mythique, espagnole, enfin on va dire ibérique et romaine du Persilès, mais un mouvement plus complexe, puisque installé d'abord dans un grand espace, dont la définition est bien sûr géographique, la Méditerranée, mais dont la définition historique est liée au système de relations ou d'antagonismes qui font cet espace et ses pourtours. Du coup, cet premier espace méditerranéen comme un espace construit dans ses limites mouvantes d'ailleurs elles-mêmes par les mobilités qui à la fois le dessinent et l'habitent. Ensuite, civilisation matérielle et capitaliste serait comme l'ouverture monde
de l'œuvre de Braudel, la Méditerranée devenant une de ces économies mondes, mais d'autres doivent être considérées dans la très longue durée, et de là cet ouvrage qui devient une première forme d'histoire globale, et qui, pour illustrer ce qu'écrivait d'une manière si profonde Braudel, crée cette économie monde autour des valeurs ou des pratiques marchandes du capitalisme, alors même que c'est une Espagne de type féodal qui en avait marqué l'ouverture. Et, dans un troisième temps, ce repli ou rétrécissement, comme on voudra, sur un livre qui avait pour titre « L'identité de la France ». Mais dans les deux cas, on a une œuvre installée dans des variations d'espace qui correspondent à des moments et qui peuvent aussi correspondre à des différentes manières de penser ce que doit être, ou bien, dans le cas de Cervantes, l'écriture d'une fiction, une histoire qui va incorporer dans sa prose tous les genres déjà là, roman chevaleresque, roman pastoral, roman picaresque, différentes formes théâtrales avec le Don Quichotte, ou bien écrire une fiction dans les pas des anciens, et donc du coup d'être avec le Persillès le premier auteur depuis Héliodore à penser la fiction dans l'immensité de ces espaces mythiques et historiques et chrétiens. Et d'autre part, dans le cas de Braudel, effectivement, les différentes manières de penser ce que doit être une écriture, non pas de fiction, mais une écriture d'histoire, avec ces jeux sur des échelles différentes, l'histoire d'un espace vaste, mais défini, délimité par un système ou des systèmes de relations et d'opposition, une histoire globale qui doit repérer les économies mondes qui sont entrées en concurrence ou qui se sont succédées au fil du temps, et un espace qui peut être celui, lié d'ailleurs à des fortes empreintes, des souvenirs de jeunesse et d'enfance de Braudel, qui peut être lié à une identité nationale. Mais on voit très bien que ce jeu sur les espaces est un jeu directement lié avec ce qui est finalement le propre de l'écriture. Comment penser une écriture de fiction, comment penser une écriture d'histoire, et tout le thème d'aujourd'hui était évidemment de montrer comment, dans le cas de Braudel, des références à la fiction s'inscrivaient dans cette écriture d'histoire. Merci.